Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être ici, c'est la première fois, non pas à Genève, mais à l'université. Et à la Maison de l'Histoire, ça me change parce que la Maison de l'Histoire en France, c'est un problème, comme vous l'avez dit. Ici, il n'y a pas de problème. Oh, peut-être un peu les bibliothèques, mais bon, ça va s'arranger. Mais sinon, la Maison de l'Histoire, c'est un gros problème politique, très politique, comme l'est souvent l'histoire. Et puis, je suis ravi et très, comment dire, comblé de voir que autant de monde s'intéresse à l'histoire, à la littérature, au rapport entre les deux. Chaque fois que je vois des amphithéâtres pleins, ce qui peut arriver parfois, je reste très humble. Je me dis ça ne durera pas. Et j'ai souvenir d'une conférence que j'ai faite il y a des années sur Georges Simenon, parce que je venais de publier sa biographie, et c'était à la FNAC de Dijon. Et alors, il y avait 8 personnes, dont 4 étudiantes charmantes qui étaient comme ça collées côte à côte. Et j'ai commencé à parler, et au bout de 10 minutes, elles se sont regardées et elles sont parties. Il ne restait plus que 4 personnes, mais tout de même, la quatrième, en partant, a fait marche arrière. Elle est venue vers moi, elle m'a dit « Mais alors, vous n'êtes pas Georges Simenon ?» Bon, je ne suis pas Job non plus, je vous le dis tout de suite. Tout à l'heure, en entrant dans la salle, j'ai avisé le titre de la conférence qu'on avait choisi avec M. Grandjean, et je me suis dit, si Michelet était là, s'il revenait, il serait là et il nous dirait, mais comment? Au XXIe siècle, vous en êtes encore là, alors que je croyais avoir réglé toute cette affaire au XIXe siècle, en principe. Et oui, cher Jules, nous n'en sommes pas sortis. Disons même que depuis quelque temps, nous y entrons à nouveau à la faveur de publication de nouveaux livres. Alors, on va d'abord un peu examiner en quelques mots les idées reçues qui courent sur les rapports entre histoire et littérature. On se souvient déjà que l'histoire s'est constituée en discipline contre les belles lettres. C'était il y a un certain temps déjà. Depuis, on a fait des progrès. On se souvient également que longtemps, on a observé que l'histoire et la littérature obéissaient à 2 types de narration très distinctes. Pour l'un, enfin plutôt pour l'une, la littérature, une narration subjective, et pour l'histoire, une narration entre guillemets scientifique. Je dis entre guillemets parce que on peut toujours prendre avec le sourire une certaine tendance qu'ont les historiens à se constituer en discipline scientifique, avec des laboratoires, des chercheurs, avec tout l'appareil scientifique qui fait sourire, par exemple, Paul Venn, célèbre historien de l'Antiquité, professeur au Collège de France, pour qui l'histoire n'est jamais qu'une discipline annexe de la poésie. Écartons d'emblée le roman historique, genre qui a mauvais genre. Non pas que je méprise le roman historique, c'est pas ça, mais il obéit à d'autres postulats et propose d'autres enjeux. Stricto sensu, le roman historique, c'est un roman dont l'intrigue est empruntée à l'histoire. En ce sens très strict, même Quasimodo, Barry Lyndon, L'œuvre noire, Autant en emporte le vent, Le Guépard, ou même Le nom de la rose, d'Eco, que vous avez cité, ne sont pas des romans historiques, puisque l'intrigue est totalement imaginaire. C'est François Chandernagor qui fait remarquer ça, c'est une experte. Car si le cadre de ces romans est historique, l'intrigue, elle ne l'est pas. Le problème avec le roman historique, c'est que le label même, il fait fuir l'honnête homme à proportion qu'il séduit le grand public. Vous savez, quand on dit roman historique, c'est comme si on disait francophonie. Quand vous dites francophonie, tout le monde s'en va. Un amphithéâtre plein devient désert d'un coup. C'est des mots qui... Alors que ce que ça recouvre n'est pas du tout antipathique, au contraire. Et pareillement pour le roman historique, quand on y pense. Il y a de très bons romans historiques. Mais ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le label fait fuir. Au XIXe siècle, écoutez ça, je cite, « Walter Scott est mort, Dieu lui fasse grâce, mais il a mis à la mode le plus détestable genre de composition qu'il soit possible d'inventer. Le nom seul a quelque chose de difforme et de monstrueux qui fait voir de quel accouplement antipathique il est né, le roman historique, c'est-à-dire la vérité fausse ou le mensonge vrai. » Fin de citation. Quand on pense que ce morceau est de Théophile Gautier, l'auteur du roman de la momie et du capitaine Fracasse, eh bien, allez, dehors, le roman historique dehors, ce roman historique dont Chateaubriand disait qu'il est le parangon même de la fausseté. Revenons au couple histoire et littérature.
contrairement à ce que laisse entendre l'intitulé, il ne s'agit pas de revisiter l'écriture de l'histoire à l'aune des nouvelles technologies. Puisqu'aujourd'hui, dès qu'on parle de néo quelque chose, on le fait toujours par rapport aux ordinateurs et à l'Internet. Et moi-même, j'en suis parfois coupable. Sauf que là, ce n'est pas le problème. Bien entendu, l'histoire doit beaucoup, aujourd'hui, aux nouvelles technologies. Ça va de soi. Je veux dire que ce n'est même pas la recherche des mots-clés, ce n'est même pas la recherche de la documentation, mais c'est tout simplement la recherche tout court qui doit beaucoup à ça, pour la statistique, pour beaucoup de choses. Ce n'est pas la question. Ça, c'est admis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que l'histoire peut apporter à la littérature, ça on le sait presque, mais qu'est-ce que la littérature peut apporter à l'histoire pour renouveler l'écriture du genre, car le genre est quand même assez obsolète. Dans un domaine qui m'est cher, la biographie historique, le genre est, je dirais, totalement obsolète. Contrairement à ce qu'on peut croire, la biographie n'est plus la poule aux œufs d'or. Ceux qui disent ça, encore les éditeurs, pratiquent la méthode Coué. Ça fait des années que ce n'est plus le cas. Rappelez-vous, il y a 15-20 ans, il y avait chaque semaine, dans les listes des meilleures ventes de Payot ou de l'Express, il y avait Guillaume le Maréchal de Georges Duby, il y avait les biographies d'Henri Troyat sur les grands Russes, il y avait en moyenne 2 à 3 biographies chaque semaine. Aujourd'hui, s'il y en a une par an, c'est extraordinaire. Les dernières biographies qui ont vraiment marché depuis des années, c'est celle du Tsar par Hélène Carrère d'Ancos, une biographie de Talleyrand par Emmanuel de Varesquiel, et c'est tout. Il y en a très peu, très très peu. On les compte sur le doigt d'une seule main. Donc, il y a encore des éditeurs qui continuent à publier tous les rois de France. Une fois qu'ils ont fait du premier au dernier, ils recommencent dans le sens inverse, en se disant qu'à chaque génération, il faut renouveler le lectorat. Sauf que les lecteurs de biographie ne sont plus là. J'ai une petite explication. Je crois que la presse, les médias en général, la presse magazine en particulier, a dévoyé le genre par le genre people. Qu'est-ce que c'est que le genre people? C'est la biographie allongée. Finalement, on a en permanence dans les médias la biographie de n'importe qui, c'est-à-dire des artistes à la gloire éphémère de tout le monde. Je crois que ça a tué le genre. Et puis à part ça, il y a le fait que, effectivement, on a un peu épuisé les personnages intéressants. On ne peut pas faire une biographie de Gide tous les 5 ans. Parce qu'une biographie de Gide, c'est long, c'est difficile, ça prend du temps, mais il faut que ça tienne 20 ou 30 ans, au moins, avant qu'on puisse renouveler la chose par une nouvelle écriture. Pareillement pour Joyce, pareillement pour la plupart des grands écrivains, et pareillement aussi pour les personnages historiques. On ne peut plus séparer le couple histoire-littérature avec une problématique déjà éculée, à l'histoire l'exactitude, à la littérature la vérité. On a fait ça pendant des années, mais ça ne suffit plus. C'est trop facile, il faut dépasser ce clivage. Et on peut se demander si les historiens se tournent peut-être aujourd'hui vers la fiction parce qu'ils auraient épuisé les ressorts et touché les limites de leur discipline. Ou peut-être aussi parce que leur discipline est justement trop disciplinée. Ou peut-être aussi parce que ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui, à savoir le présentisme, mine la discipline et pousse les historiens à se jeter davantage dans l'agora, dans l'actualité, dans la prise de parole et dans les types d'écriture que ça suggère. C'est un paradoxe étrange. Je ne sais pas si vous rencontrez souvent des historiens à l'Université de Genève. Moi, j'en vois tout le temps, comme l'a dit Michel Grandjean au comité de rédaction de la Revue d'Histoire. J'en vois tout le temps. Les historiens, en privé, quand vous leur parlez, ils lisent énormément de romans. Ils les lisent vraiment. Ce n'est pas pour la galerie. Ils vous en parlent très très bien. Ils lisent évidemment les romans classiques, dont ils parlent très bien, mais ils lisent aussi les nouveautés. Le dernier Houellebecq, le dernier machin. Le problème, c'est qu'ils en parlent très bien, mais quand on lit les historiens, on ne s'aperçoit pas du tout qu'ils ont lu des romans. Parce qu'ils n'en citent jamais. À croire que c'est honteux d'avoir lu de la fiction quand on est un historien. Ça, c'est bizarre. Et pourtant, le roman est dépositaire d'un certain savoir sur le temps historique. C'est ça sa responsabilité. Et tout récit d'histoire passe par une écriture. Ça aussi, cette forme, c'est une forme de responsabilité. Alors, je vais prendre quelques exemples concrets de livres parus depuis quelques années que vous avez peut-être lus probablement. Je commence par Les Bienveillantes de Jonathan Little.
Je ne vais pas le résumer, je ne vais pas... Bon, ah, vous ne l'avez pas aimé. Hein. Oui, si vous faites comme ça veut dire... Bon, je ne sais pas trop. Bon. Je vais juste l'évoquer parce que ça a suscité tellement de commentaires, tellement d'articles, on en a tellement parlé, mais en même temps, c'est un livre, je pense, qui a beaucoup compté, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Personnellement, je vous dis tout de suite, je l'ai soutenu, beaucoup. Il y a des choses que je n'aime pas trop dans ce livre, mais globalement, je trouve que c'est un livre très important. Et en tout cas, il est important parce que je crois qu'il a donné une impulsion. Il a fait des débats, en tout cas. Le paradoxe, c'est que c'était un livre saturé d'histoire, mais que tout oppose au livre d'histoire. Rappelons simplement qu'au début, on a droit à des pages et des pages d'une exactitude assommante sur les équivalences des grades dans l'armée allemande, et qu'à la fin, le héros se permet de tordre le nez du Führer. Vous voyez le décalage qui s'est passé en 800 pages. Je ne vais pas en dire davantage sur Little, on pourra en reparler après, ou même dans les débats, dans les questions, mais je suis certain que tout le monde a à l'esprit à la fois l'histoire, la manière des bienveillantes. Je voudrais parler d'un autre livre, Jan Karski, qui est venu juste après. Jan Karski, un livre de Yannick Enel. Là, le problème, ça a d'abord été l'absence de choix entre plusieurs registres d'écriture. Bon, vous vous rappelez, Jan Karski, grand résistant polonais, courrier de l'armée polonaise, qui a été aux États-Unis pendant la guerre pour trouver de l'aide, pour aider la résistance polonaise auprès de Roosevelt et des Alliés. Le livre de Yannick Enel, son problème, c'est qu'il a 3 parties et qu'elles obéissent à des registres d'écriture différents, comme s'il n'avait pas réussi à choisir son parti. Les 2 premières parties sont très scrupuleuses, mais c'est un scrupule tout à fait vain. Parce que le premier chapitre démarque sans aucun génie la biographie officielle du héros, écrite par lui-même, donc on n'a pas besoin du romancier pour ça. On lit les mémoires de Jan Karski, ça suffit, et c'est un démarquage. Le 2e chapitre démarque ce que dit Claude Lanzmann dans le film Shoah sur Jan Karski. Et pour faire ce travail, on n'a pas besoin de lui, il suffit de regarder Shoah. La 3e partie est la plus intéressante. Ça raconte Jan Karski lui-même de manière romanesque. Le problème, c'est que cette 3e partie qui est romanesque, qui est fictionnelle à partir de documents vrais, elle prête au héros des attitudes, des idées politiques qui ne sont absolument pas les siennes. C'est-à-dire qu'il est en face de Roosevelt, lui on sait ce qu'il a pensé puisqu'il l'a écrit, eh bien ça ne plaît pas à l'auteur, Yannick Enel, et il lui prête des pensées qui sont complètement différentes. Et pareillement, il prête à Roosevelt des pensées et des attitudes qui ne sont absolument pas les siennes, puisqu'on le sait, puisque l'histoire est passée par là. C'est un livre qui m'a mis mal à l'aise, qui a suscité aussi beaucoup de critiques, beaucoup de polémiques en France, énormément, et c'est après coup. Vous savez, il faut toujours, comme disait Robert Pinger, il faut séparer les livres du bruit qu'ils font. J'aime bien ça. Et c'est ce qu'on fait là, puisqu'on parle des livres quelques années après. On les sépare du bruit qu'ils ont fait. Et j'ai attendu quelques mois avant de reprendre le livre de Yannick Enel. Et là, j'ai vu une chose que m'avait suggérée une traductrice, Andrea Lauterwein. Elle en a fait une tribune libre dans Le Monde, mais elle m'avait dit « Regardez, ça aurait dû vous... » Et en fait, c'est comme la lettre volée d'Edgar Poe, c'était tellement évident que je ne l'ai pas vu. Et si je l'avais vu, j'aurais su tout de suite quelle était la mesure du trucage dans ce livre. C'est la phrase en épigraphe. Il faut toujours regarder les phrases placées en épigraphe dans les livres, qu'ils soient des romans ou des essais, parce qu'ils donnent l'intention, ils reflètent parfaitement l'intention de l'auteur. Et quelle phrase était en épigraphe? Une ligne signée Paul Celan. Et il se trouve que Paul Celan, c'est un très très grand écrivain de langue allemande et probablement mon poète de chevet. Donc ça m'a tout de suite troublé, mais je ne l'avais pas vu à l'époque. J'étais passé comme ça, grave erreur. Et là, 3 mois après, j'y retourne, et qu'est-ce que je lis? Qui témoigne pour le témoin? Paul Celan. Première chose, c'est une phrase. Telle qu'on la lit, c'est une phrase. Or, ce n'est pas une phrase, c'est un vers.
qui fait partie de 3 vers d'un poème, ce qui change beaucoup de choses. Deuxième chose, toutes les traductions de cette phrase, quand on reprend les recueils de poèmes de Paul Celan, disent « Nul ne témoigne pour le témoin ». Et c'est devenu « Qui témoigne pour le témoin ». C'est complètement différent. Ça peut vous paraître anodin, c'est fondamental. Et ça change, ça change tout. Alors j'ai écrit à l'auteur, je lui ai téléphoné, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, il m'a répondu, je l'ai mis sur mon blog, il a fait un long développement pour dire « Je ne vois pas où est le problème. J'ai le droit d'interpréter différemment ce qu'a dit Paul Celan. » Et là, on est au cœur d'un problème, le droit. L'écrivain, le romancier, l'homme de fiction est convaincu qu'il a tous les droits, qu'il peut tout faire. En l'occurrence, il commet un trucage. Niemand zeugt für der Zeugen, nul ne témoigne pour le témoin, devient qui témoigne pour le témoin, pour l'interrogation. Niemand ne veut pas dire qui. Personne ne peut traduire niemand par qui. Et là, il y a quand même, c'est plus qu'un tripatouillage, c'est une volonté, dès l'épigraphe, de faire dire autre chose au héros que ce qu'il a dit. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, c'est juste une inflexion de sens. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une inflexion de sens, passer de ça à ça, oui, je veux bien finalement. Bon, moi, ça m'a paru bizarre. Et en parlant davantage avec lui, je me suis dit que finalement, tout le statut de ce livre était un statut qui était le statut de l'ambiguïté. Et ça m'a beaucoup gêné. Et c'est ça qui m'a empêché d'adhérer à Jan Karski. J'avais adhéré aux bienveillantes, pourquoi ? Parce que le parti pris des bienveillantes de Little est clairement affiché. Il y a un registre romanesque qui s'appuie sur une énorme recherche documentaire, historique. Enfin, si vous avez... Little, vous n'avez peut-être pas rencontré, moi je l'ai rencontré 2 fois, il est fou. Il a passé 5 ans à lire, mais tout ce qu'on peut imaginer comme livre. Il est devenu totalement obsessionnel. J'ai rencontré son père, qui est un écrivain, un journaliste américain. Il m'a dit, oui, vous avez raison, il est fou. Il m'a dit, parce que quand, une fois, il était en vacances chez nous, on écoutait la radio, et puis il y avait une émission historique, et il parlait du colonel Speidel, ou je ne sais pas. Il s'est mis à me réciter tous les grades de l'armée allemande à table. Et sa preuve, ceci pour vous dire qu'il a passé une enquête véritablement obsessionnelle sur l'histoire. Il a lu tous les livres, Raoul Hilberg, Robert Paxton, tous les fondamentaux de l'histoire contemporaine sur le nazisme, ce qui est énorme. Et il en a fait ce qu'il en a fait avec un parti pris clair. On sait où on va. On n'est pas dans l'ambiguïté. Avec Jan Karski, on est dans l'ambiguïté. Et ça, c'est un problème, parce qu'il l'a fait au nom du droit qui peut paraître exorbitant et même extravagant que le romancier s'accorde à lui-même. Le romancier, il faut bien vous dire ça, se prend pour Dieu le Père. Tout romancier se prend pour Dieu le Père parce qu'il crée des personnages et il les tue. Il donne vie et il donne la mort. Il fait ce qu'il veut. C'est vrai que la fiction est le territoire absolu de la liberté de l'esprit. Est-ce une raison pour truquer des gens qui ont écrit, qui ont pris le soin de mettre des points d'interrogation et des points finaux? Non, ce n'est pas une raison. Le deuxième livre, plutôt le troisième, dont je vous parlais, c'est un livre de Laurent Binet. Donc, tout à l'heure, s'il y en a qui veulent lire ces livres, je leur donnerai toutes les références, n'ayez crainte. Laurent Binet est un jeune écrivain totalement inconnu. Il est prof, je crois, de littérature dans le secondaire. Et il est apparu l'année dernière, sans qu'on sache rien de lui. Et il publie chez Grasset un livre dans une collection de fiction intitulée HHHH. 4 H majuscules et au milieu un H minuscule. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voyez ça sur une couverture du livre. À votre avis? Non, ce n'est pas sur le H, pas du tout, non. C'est l'acronyme de Himmlers, Hirn, Heist, Heydrich. Autrement dit, le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Le titre est très fort parce que c'est extrêmement intriguant, HHHH. Et c'est un livre absolument époustouflant. J'ai autant aimé ce livre
que je n'ai pas aimé le Jan Karski. Il a eu beaucoup de succès aussi, mais il n'a pas eu un succès de scandale, il a eu un succès d'approbation. Imaginez que Laurent Binet, c'est quelqu'un qui a vécu à Prague. Il a eu une histoire d'amour là-bas, il a fait son service militaire. Bon, c'est important, parce qu'il est lui-même l'un des protagonistes de l'histoire qu'il raconte. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte son enquête pour remonter les traces, pour essayer de voir comment deux parachutistes tchèques parachutés en Bohème-Moravie en mai 1942 ont entrepris d'assassiner Heydrich, 38 ans, le second de Himmler à la tête de la SS et le protecteur adjoint du Reich en Bohème-Moravie. L'un était tchèque, l'autre slovaque. Il faut savoir que Heydrich, je vous le rappelle, était appelé le bourreau de Prague. Il avait mis la ville à feu à sang. Le moindre résistant était aussitôt torturé et fusillé. Ils ont réussi à monter une embuscade sur la route du château de Prague. Ils ont tiré. Une mitraillette s'est enrayée. Heydrich a dégainé son arme à la ceinture et l'autre a achevé le travail à la grenade et la septicémie a fait le reste. Et le boucher de Prague est mort comme ça. Beau personnage. Eh bien, il a réussi à faire un livre qui tient de bout en bout sur le plan historique et sur le plan littéraire. Et ça, c'est un exploit. Tout de même, au début, il y a cet avertissement. Tous les personnages de ce livre ont existé ou existent encore. Tous les faits relatés sont authentiques. Mais derrière les préparatifs de l'attentat, une autre guerre se fait jour, celle que livre la fiction romanesque à la vérité historique. L'auteur, emporté par son sujet, doit résister à la tentation de romancer. On est au cœur du problème. Et ça, c'est l'avertissement qu'il y a au début du livre. Et il s'agit exactement de ça. Et vous savez d'où il a tiré une telle liberté? De Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Et c'est aussi pour moi un lieu de liberté absolue. Dans Notre-Dame de Paris, Hugo se permet d'écrire des chapitres qui n'ont rien à voir avec le sujet. Notamment, je pense à un chapitre célèbre qui s'intitule « Ceci tuera cela » et qui est devenu la Bible des médiologues, Régis Debray et quelques autres, puisque c'est le fameux chapitre où il explique « un art va en tuer un autre ». Quand la photographie, c'est ce qu'on a expliqué par la suite, la photographie en arrivant va tuer la peinture, le cinéma va tuer la photographie, l'Internet va tuer le cinéma, etc. etc. Bon, ben Hugo a préfiguré tout cela dans un chapitre intitulé « Ceci tuera cela » de Notre-Dame de Paris, qui n'a absolument rien à voir ni avec Esmeralda, ni avec Quasimodo. Mais c'est ce qui fait aussi son intérêt. Eh bien, Binet s'est inspiré de ça, et on aurait cru qu'il se serait inspiré de tous les livres qu'il avait lus, de tous les grands. Parce que quand même, dans son livre, il y a des choses, parfois on se demande, est-ce qu'il l'a inventé ou pas? Il y a des dialogues, bon, évidemment ils sont recréés, mais par exemple, il dit que la Gestapo avait en son sein un département pour la suppression de l'homosexualité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai jamais lu ça nulle part. Est-ce qu'il l'a inventé ou pas? C'est là qu'on est à mi-chemin entre la fiction et l'histoire. Dès l'incipit, il réussit à les mêler. Édouard Husson, qui est un très très bon historien, a écrit Heydrich et la solution finale. Il y a des choses dans son livre qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais il faut le lire en parallèle avec HHH, parce que les deux se répondent. Et c'est intéressant de voir comment le romancier peut enrichir par des petits détails, des petites choses, le travail de l'historien. Le suivant, c'est un peu le René à tous, parce que celui-là, il est plus âgé, mais surtout, c'est pour moi l'un des meilleurs écrivains français aujourd'hui. Il s'appelle Pierre Michon. Pierre Michon, il n'est pas très connu. Je ne sais pas s'il est très lu ici, je ne sais pas s'il est venu en Suisse parler. C'est un homme qui a écrit une quinzaine de livres, des vies minuscules, comme il dit, qui est un genre en soi. Mais Pierre Michon a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il a un très très vif intérêt pour l'histoire. Et son grand livre, c'est son dernier livre paru, s'intitule « Les 11 ».
Il est paru chez Verdier l'année dernière. Et là, si vous devez en lire un, par rapport à la préoccupation de l'histoire, c'est celui-là. Les 11 chez Verdier, ça fait 100 pages. 100 pages, 135 pages. Mais 135 pages. Mais je vous assure que j'ai rarement lu une écriture aussi intense, aussi dense, aussi magnifiquement tressée au cordeau pour dire l'histoire. De quelle histoire s'agit-il? Les 11, ce n'est pas une équipe de football, pas du tout. C'est Biot, Carnot, Prieur et Prieur, Couton, Robespierre, Collot, Barrère, Lindé, Saint-Just, Saint-André, presque tous des écrivains ratés. Ça, c'est un détail que relève l'auteur. Et c'était ceux qui constituaient le comité de salut public de 1794. C'est celui de la politique et de la terreur. L'ancien régime est à bas, la révolution est là, et on est entre politique et terreur en permanence. Michon invente un peintre, et il invente un tableau que ferait ce peintre. Et bien, à l'arrivée, la plupart des lecteurs écrivent à Michon pour lui dire « Mais j'ai été au Louvre, je ne l'ai pas vu ce tableau. » Et pour cause. Et pour cause. Et à un moment même, je me suis demandé « Non, mais il existe ce tableau. Il existe parce que je le vois. Je lis Michon et je le vois. » C'est assez extraordinaire. Michon se permet dans ce livre, qui est un vrai livre d'écrivain. Par exemple, il fait quelque chose que jamais un historien n'oserait faire. Toutes les 10 pages, il récite les noms des 11 du comité de salut public, que je viens de vous réciter, Biot, Carnot, Prieur, etc. Pourquoi? Parce que l'énumération fait musique, et la musique fait sens. Et cette litanie de musique, de noms, par la simple énumération, donne quelque chose de l'âme du livre et quelque chose de l'âme de la Révolution au moment de la Terreur. Il y a un véritable processus d'envoûtement par l'énumération. Il faut dire aussi que Michon n'est pas dans la description, il est dans l'apparition. Il fait apparaître les gens, il ne les décrit pas. À part Faulkner, son grand homme à Michon, c'est Michelet. Et ça, on n'est pas étonné, parce qu'on est en plein dans Michelet. Michelet aurait adoré ce livre. Moi qui connais bien Michelet, il me l'aurait dit. Je suis sûr, il me l'aurait confié, il m'aurait dit « J'aime beaucoup Michon ». On ne sait pas, à un moment, si on n'est pas dans un rêve éveillé. Il y a peut-être du rêve éveillé là-dedans, peut-être. Alors, ça va, monsieur Grandjean? Je suis dans les temps? Oui, je suis dans les temps à peu près, oui. Ça va, ça va. Je n'ai pas de montre, alors bon. Je poursuis. Il y a 2 écrivains qui sont dans l'orbite de Pierre Michon. Pierre Michon n'est pas un maître, il n'a pas de disciple. Mais ces 2 écrivains aiment beaucoup Michon. Et comme ce sont des quarantenaires, des quadragénaires, comme Yannick Enel et comme Jonathan Littell, on a affaire là à des auteurs quadragénaires. C'est très important. Ce n'est pas seulement qu'ils sont nés après la guerre, c'est qu'ils sont nés bien après la guerre. Moi, je suis né après la guerre. Eux, ils sont nés bien après. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'emparer de la guerre sans complexe. Je me rappellerai toujours, quand j'ai sorti mon livre sur l'hôtel Lutetia, j'ai fait, pour la demande du magazine littéraire, j'ai organisé un dialogue entre Bertrand Poirel-Delpech et Georges Semprin à l'hôtel Lutetia, car les 2 avaient été à l'hôtel Lutetia. Ils ont parlé, non pardon, pas Georges Semprin, et François Nourricier aussi. Ils ont parlé, et ils m'ont dit à la fin, le jour où un écrivain de 28 ans osera écrire un roman qui se passe dans un camp d'extermination, on aura franchi une étape qu'on souhaite vivement. Parce que ça voudrait dire qu'enfin, la fiction peut s'emparer aussi de ça. Mais ils m'ont dit, vous avez remarqué, personne n'a encore osé. Il y a des tentatives de gens qui n'ont pas été dans les camps et qui en ont parlé. William Styron, dans Le choix de Sophie, il y a des flashbacks sur les camps en permanence. D'autres romans, évidemment, en parlent. Mais toute une histoire fictionnelle qui se passerait dans un camp d'extermination, écrite par un jeune, 30 ans, ça n'est pas encore fait. Et quand ça viendra, on aura franchi une étape. Ça m'avait beaucoup frappé. Il ne faut pas croire qu'avec la guerre. Là, je vous parle de Mathias Hénard. Mathias Hénard. Son livre paru sur Actes Sud s'intitule, c'est très joli, Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants.
Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants. C'est un roman dans l'histoire, mais c'est tout sauf un roman historique. Ça se passe en 1506 à Constantinople. Michel-Ange débarque après avoir tout plaqué à Rome, en l'espèce la construction du tombeau de Jules II, et il en est malade. Il est très en colère. Il a reçu une commande qui ne se refuse pas, un pont sur la Corne d'Or, jusqu'à Péra. Et puis le sultan Bajazet, lui, contrairement à d'autres, il paye, et il paye très bien, alors que le pape, lui, ne paye pas. Et donc, il se rend à Constantinople pour ce grand projet qui est très politique. Mais ce grand projet, Léonard de Vinci s'y est essayé lui aussi. Il a fait un pont à tablier unique de 240 mètres de long et de 24 mètres de large. Et ce pont, c'est ce qui va façonner la future Istanbul. C'est aussi le pont qui est censé être la passerelle entre l'Orient et l'Occident. Le futur pont de Galata, pour ceux qui connaissent Istanbul. Finalement, il ne sera pas construit par Michel-Ange, qui va renoncer au projet du Grand Turc, mais il sera construit par d'autres au XIXe siècle. Simplement, Mathias Hénard nous invite à suivre pas à pas le projet avec un guide qui est un poète de cour. On ne va pas dans les grandes artères, non, on va dans les chemins de traverse. C'est ça qui est intéressant. L'historien va dans les grandes artères, il est obligé. Le romancier peut emprunter les chemins de traverse, il a le droit. Parce que dans les chemins de traverse, il y a les détails et il y a les clairs-obscurs. Et c'est là, dans les clairs-obscurs, qu'on voit surgir des vérités qu'on ne voit pas dans les grands panoramas. C'est une histoire de frôlement, d'évocation, d'esquisse, d'ébauche, de choses vues. Il y a à peine des dialogues, à peine. C'est remarquablement fait. Remarquablement fait. Il y a un vrai paysage. Alors évidemment, on pense aux 11 de Pierre Michon, mais on pense aussi à Tous les matins du monde de Pascal Quignard, par la manière, par le ton. Et puis, on pense aussi à un autre, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle Patrick Boucheron. Juste pour terminer avec Mathias Hénard, à la fin de son livre, où il a raconté quand même avec une plume somptueuse tous les détails, à la fin de son livre, il termine en écrivant « Pour le reste, on n'en sait rien ». Et ça, je trouve ça magnifique. C'est magnifique, il faut pouvoir se permettre ça. Un historien ne peut pas s'autoriser ce genre de choses. Alors, je vous ai parlé de Patrick Boucheron, qui est aussi un historien quadragénaire, que je connais, que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il y a chez lui un grand écrivain en devenir. Rappelez-vous de ce nom, Patrick Boucheron. À mon avis, dans 10 ans, on en parlera comme d'un grand écrivain, j'espère. Parce que, déjà, comme historien et prix de littérature, ce qui fait remarquable. C'est un vrai historien, il a fait sa thèse comme il fallait, c'est un médiéviste. D'ailleurs, un jour, il m'a dit « Sais-tu combien il y a de médiévistes en France ?» Il m'a dit « Il y en a 600. Où sont-ils? À quoi servent-ils » Non, il y a 600 médiévistes. Mais à mon avis, il n'y a pas 600 étudiants en histoire médiévale en France. C'est ça le problème aujourd'hui. J'exagère un petit peu, professeur, c'est vrai. J'exagère un tout petit peu pour faire passer le message. Mais il m'a dit « On a des cours, des classes de 2, 3, 4, 6 élèves par toi, 6 étudiants. » Enfin, c'est un autre sujet. On ne va pas ouvrir ce sujet-là aujourd'hui. Il admire Pierre Michon pour son goût de l'écriture. Lui, sa spécialité, sa thèse, c'était l'urbanisme sous la Renaissance à Milan. Comment la ville de Milan a été urbanisée, l'architecture notamment, les façades, etc. Je m'attendais à ce qu'il me dise « Mon maître, c'est Pierre Michon. C'est lui qui m'a amené à l'écriture. » Il m'a dit « C'est vrai, mais avant lui, il y en a eu un autre. » Et ça, c'est intéressant parce que cet autre, on le retrouve aussi chez d'autres historiens qui ont été amenés à l'écriture. C'est Michel Foucault. Michel Foucault, philosophe, surveiller et punir. Surveiller et punir a suscité des vocations d'écrivains. C'est quand même extraordinaire. Eh bien, ce Foucault-là, moi, je le rattache à une tradition, celle de Roland Barthes et celle de Michelet. Foucault, Roland Barthes, Michelet. Un philosophe, un théoricien de la littérature, un historien. Et ces trois-là vous donnent un goût de l'écriture, de la littérature et de l'écriture de l'histoire comme nul autre. Ça, je trouve ça vraiment remarquable. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit, Patrick Boucheron? Il a écrit un livre qui, lui non plus, n'est pas très gros, 153 pages,
publié chez Verdier, et qui s'intitule Léonard et Machiavel. Et Léonard et Machiavel est un livre absolument admirable. Dès le début, il rend hommage, il paye sa dette à Michelet, lui aussi. Décidément, on n'en sort pas. Et il cite ces lignes du journal de Michelet. « Il faut entendre les mots qui ne furent jamais dits. Il faut faire parler les silences de l'histoire, ces terribles points d'orgue où elle ne dit plus rien et qui sont justement ses accents les plus tragiques. Alors seulement les morts se résigneront au sépulcre. » C'est beau, c'est magnifique. On est en juin 1502. Nous sommes au palais ducal d'Urbino, dans les Marches, rêve de la Renaissance et symbole de la puissance débarrassée de la force. L'autre des lieux, c'est César Borgia, 33 ans, nouveau prince en Italie centrale, et il reçoit 2 hommes. Léonard de Vinci, 50 ans, artiste de cour, ingénieur hydraulicien et génie multicarte, et puis Nicolas Machiavel, 33 ans, fondateur de notre raison politique, le prince, etc. Ils se sont croisés déjà, ils vont se croiser à nouveau, et ils se rencontrent 2 ans après dans la salle du Grand Conseil au Palazzo Vecchio de Florence, afin de restituer en artiste le souvenir de la bataille d'Anghiari dans une fresque d'autant plus fameuse qu'elle va disparaître. Ce que a voulu savoir Patrick Boucheron, c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ils se sont vus tous les deux, Léonard et Machiavel, une nuit à Urbino. Mais il n'y a pas eu de compte-rendu, ça n'a pas été enregistré, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Ils en ont parlé un petit peu après, donc il a fallu reconstituer, et il a essayé d'imaginer ce que pouvait être ce dialogue à huis clos. On n'est pas dans la fiction, on n'est pas dans une pièce de théâtre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire un travail d'historien, ce qu'il a fait, il a rassemblé une documentation considérable, et après ça, de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire oublier tout ce qu'on a rassemblé, et se mettre à écrire, et essayer de prendre le pouls de la vérité historique, mais le prendre en artiste, et non pas seulement en scientifique. Là, j'avoue que le résultat, moi, comme on dit en histoire, m'a scotché. Il m'a scotché parce que c'est une conversation d'il y a 5 siècles, et on a l'impression qu'elle a eu lieu hier, que cette conversation, c'est exactement les mots qui ont été employés. C'est extrêmement, extrêmement troublant. Moi, je suis ressorti troublé par ce livre, enchanté d'abord, parce qu'on est emporté par une plume, un style, mais surtout troublé. Alors, j'en viens à un thème que j'ai développé dans la revue d'Histoire, c'est celui de l'intuition. Ce que je vais essayer de voir maintenant, c'est qu'est-ce que peuvent apporter les écrivains et la littérature et la fiction aux historiens. Et quand je me posais la question dans la perspective de cette conférence de ce soir, j'ai reçu un livre qui est un livre de Jean-Philippe Domecq, qui est quelqu'un plutôt de mon âge, jeune, oui, qui n'est pas un historien, qui est un écrivain qui écrit en permanence dans différents genres et notamment sur l'art contemporain, de manière très très critique. Simplement, il y a 20 ans, à peu près 22 ans, il avait écrit un livre qui s'intitulait « Robespierre, dernier temps ». Ce livre, à l'époque, avait fait du bruit chez les historiens, du bruit dans les 2 sens. Il avait été très critiqué, très critiqué. Il s'était intéressé essentiellement à la fin de Robespierre, en explorant ces ultimes semaines vues comme un épisode cathartique qui condensait la Révolution. Il a repris ce livre quelques années après en ajoutant un texte intitulé « La fête de l'être suprême et son interprétation ». Et enfin, il l'a repris en poche tout récemment, il me l'a envoyé, avec un gros texte, un essai intitulé « La littérature comme acupuncture ». Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Il dit « Comment expliquer la chute de Robespierre? Alors à son apogée, son comportement devenu erratique, sa maladresse stratégique très surprenante de la part de Robespierre, ce coup de folie d'un esprit abstrait qui instaure un nouveau culte de nature à célébrer l'être suprême. Est-ce que c'est une fuite par le haut
pour couvrir la fuite en avant d'une révolution qui va toujours plus loin. Il s'en est donc emparé et il a écrit 78 pages pour dire la réponse, c'est l'intuition. L'intuition, c'est l'imagination de la pensée. Il faut que l'historien s'autorise l'intuition. L'historien ne se l'autorise pas. L'historien, comme le biographe, c'est quelqu'un qui est très corseté. Pas par sa volonté, mais parce qu'il n'a pas le choix. Il a été éduqué comme ça. Il a été formé à ça. Un historien, c'est quelqu'un qui travaille avec des sources, avec des archives, avec des papiers, avec des lettres, avec des témoignages oraux ou écrits. S'il n'a pas ça, il n'a pas le droit. Il ne s'autorise pas de lui-même. L'écrivain peut tout faire. Ce que l'écrivain dit à l'historien, c'est « autorisez-vous l'intuition ». Est-ce que c'est Jean-Philippe Demecq qui a osé dire ça en s'emparant des derniers temps de Robespierre pour dire « mon intuition va me permettre de me dégager des paradigmes habituels pour chercher peut-être autre chose ». Non pas de faire de la littérature avec l'histoire, parce que ça c'est vain, ça ne sert à rien. Non, autre chose. Rendre un service à l'histoire, et pourquoi pas aux historiens. Et vous savez sur quoi il s'est appuyé pour ça? Quel a été son inspirateur? Pas un historien, pas un écrivain, même pas un livre, même pas Michel Foucault, Surveiller et punir, non, rien de tout ça. Son inspirateur, c'est un film. Et le film, c'est même pas le Danton de Vajda. Ce sont les deux films de Francesco Rossi, Mambas sur la ville et l'affaire Mattei, et le caso Mattei. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces films extraordinaires, notamment l'affaire Mattei sur l'assassinat du président de l'ENI, les pétroles italiens, qui avait pris trop d'importance. C'est un film remarquable. On voit une enquête en marche. Mambas sur la ville, c'était sur la spéculation immobilière. Eh bien, il dit que le style d'interrogation narrative de ses essais, il les doit à ses enquêtes filmées. Il a enquêté sur l'aura spectrale de Robespierre dans la Révolution à la manière de Francesco Rossi, enquêtant sur la spéculation immobilière. Alors moi, je me disais, avec tout ça maintenant, 25 ans après, comment est-ce que les historiens reçoivent ça? Et toujours le hasard, après avoir reçu ce livre, commençant à réfléchir à cette conférence, je reçois une invitation de Mona Ozouf, grande historienne de la Révolution notamment, qui faisait une conférence à la Bibliothèque nationale de France sur l'histoire et la littérature. Évidemment, j'y suis allé. J'ai osé poser une question à la fin. Je levais la main et j'ai dit « Madame, vous venez de rendre un hommage très appuyé à la littérature en tant qu'historienne, et c'était vraiment très brillant. J'ai dit une chose qui me frappe, vous n'avez pas cité le nom d'un seul écrivain à qui vous payez votre dette. Vous avez cité le nom des grands écrivains, d'Henry James, de beaucoup d'autres, mais vous n'avez jamais dit que vous leur deviez quelque chose. Et Mona Ozouf est tout sauf bête. Hein. Elle est extrêmement intelligente, elle est d'une culture éblouissante, elle est d'une très grande finesse. Et elle me dit effectivement. Et puis ça s'est arrêté là. Alors j'ai repris la parole quand même, parce que, bon, hein, quand même. J'ai dit, écoutez, je viens de recevoir, Demecq. Je suis sûr qu'en son temps, vous l'aviez lu. Qu'est-ce que vous en pensez? Un exercice de style. Intéressant, mais ça ne m'a rien appris. Et son apport ne m'a pas convaincu. Boum. Après ça, c'était tranché. Voilà. Après ça, il n'était même pas question d'intuition, de rapport de confiance et de défiance. On n'en était plus là. Et puis, il y a 3 semaines, je vais à Aix-en-Provence pour un débat, et à table, je me retrouve à côté de Mona Ozouf. Oh, le monde est bien fait. Et donc, je dis, Madame Ozouf, vous vous rappelez? Elle me dit, oui, oui, je me rappelle de votre question. Alors, je lui dis, alors? Il me dit, alors quoi? Je dis, mais vous n'avez pas cité un seul écrivain. Je voudrais que vous payiez votre dette à un écrivain, au moins, parce que vous avez fait un discours abstrait. Magnifique, mais abstrait. Et moi, j'adore l'exercice d'admiration. J'adore que, quand un intellectuel dit « j'admire Michel Foucault » ou « j'admire Pierre Michon, je lui dois tant ». Sioran, qui est tellement critiqué, a publié « Exercice d'admiration » sur Bossuet, sur Fénelon. Et ça, je trouve ça... Aujourd'hui, on n'admire plus. On est dans la dérision absolue. On se moque, on tourne tout en dérision, mais jamais admiré. Comme si, en payant sa dette,
on allait se défaire de quelque chose. Au contraire, on s'enrichit en payant sa dette, on s'élève. Moi, j'adore payer mes dettes. Toute la journée, je paye des dettes, en permanence. Alors, je lui dis, vraiment, il n'y en a pas? Elle me dit, bon, oui, il y en a une. Ah, je dis, ben, vous voyez. Elle me dit, Françoise Chandernagor, La Chambre. La Chambre de Françoise Chandernagor, c'est un roman dans lequel elle raconte la lente dégradation morale et physique du fils de Louis XVI qui était enfermé au donjon du Temple. Et elle me dit, elle a touché des choses à l'âme du dauphin qu'aucun historien n'avait vues. Des tremblements, des petites choses imperceptibles à l'œil nu qu'elle a osé imaginer après avoir lu les archives et tout le reste. Et elle me dit, là, elle a trouvé quelque chose. C'est la première fois qu'on touche l'âme de l'enfant caché, l'enfant du donjon, du temple. Ah ben, ça, j'ai trouvé ça beau. Bon, c'était la fin du repas, je n'allais pas lui dire, vous auriez dû le dire en public, mais ça ne fait rien. Je l'ai dit pour elle, ça revient exactement au même. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé de livres qui me tiennent à cœur, je vais juste les citer, pas les explorer parce qu'on n'aura pas le temps, mais ce sont des livres qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'ils sont au cœur de notre sujet, ils ont précédé ceux que je vous ai cités, et je pense que même parfois, ils les ont enfantés. La peau, Malaparte. Caput, Malaparte. Qui a lu le chapitre sur les chevaux du lac Ladoga, s'enfonçant et juste la tête qui ressort, comprend la guerre d'une autre manière. Qui a lu le chapitre sur les petites prostituées dans le baraquement, c'est quelque chose qui vous soulève le cœur. Caput et la peau aussi, ce sont des grands livres sur la guerre, mais ce ne sont pas des livres d'historiens, ce sont des livres d'écrivains qui a été témoin et qui a transformé son témoignage, cette réalité, pour le transcender et en faire de la littérature. La mort est mon métier, de Robert Merle. Combien de collégiens j'ai vu lire ce livre et me dire bien plus tard, quand ils étaient étudiants, j'ai découvert l'existence des camps grâce à Robert Merle. Pas grâce à Nuit et Brouillard, pas grâce à la télévision. Non. Robert Merle, La mort est mon métier. Et c'est un livre encore aujourd'hui, quand je vois dans une conversation un jeune qui ne sait pas ce qui s'est passé pendant la guerre, je le lui offre et il me remercie toujours après. Parce que c'est une manière de découvrir l'histoire de manière très rigoureuse, mais en même temps transcendée par la littérature qui est remarquable. Vie et destin, Vassili Grossman, très grand livre. Et même encore un livre qu'on cite peu, qui n'a rien à voir avec cette époque, La Semaine sainte de Louis Aragon. La Semaine sainte sur la fuite de Louis XVIII en 1815. C'est un livre admirable. Et là, on est au cœur du problème. De même qu'aucun historien de l'art ne peut faire l'impasse sur un autre livre d'Aragon, Henri Matisse, roman. C'est le titre, Henri Matisse, roman. C'est un livre totalement chaotique sur Matisse. C'est l'antibiographie. Il a mis 25 ans à ne pas l'écrire. Il n'arrêtait pas de continuer. Il allait le voir sans arrêt. Et bref, c'est un livre dans lequel il y a, pardonnez-moi l'expression, c'est un foutoir, quoi. Il y a des photos, il y a des dessins, ça part dans tous les sens. Et il y a une vie. Il y a des renseignements, des informations sur Matisse qu'aucun biographe n'a pu écrire. Et là aussi, Aragon nous fait part de ses intuitions d'écrivain. Tout écrivain est un artiste. Un écrivain, c'est quelqu'un qui rend visible l'invisible. C'est un connivant du mystère. Le romancier, et c'est là où je veux en venir, le romancier commence là où l'historien doit s'arrêter. C'est un passage de relais. Ce n'est pas une concurrence, c'est un passage de relais. Quand un historien n'a plus de documents, plus d'archives, il est obligé de s'arrêter. Et quand il s'arrête, il est frustré, il est refoulé, et c'est normal. Il passe le relais au romancier, qui lui peut continuer à sa manière. Ça, c'est la limite de l'historien. Le romancier peut aller au-delà car il ne connaît pas de limite. Son territoire, vous l'avez compris, c'est le territoire où on peut tout se permettre. Il y a même là un scandaleux privilège de l'impunité fictionnelle qui désarme toute expertise critique et qui exaspère à bon droit les historiens. René Char dit que le poète doit laisser des traces de son passage et non des preuves. Il n'a même pas besoin d'être vraisemblable. Il ne faut jamais oublier que la littérature commence avec le refus de se plier aux faits. La littérature
c'est celle qui en sait long, elle en sait très très long sur l'homme. Et ça, même si ça le démange, l'historien ne peut pas. Il écrit sous contrainte, quand bien même il s'autoriserait des libertés d'interprétation et des licences poétiques à la Michelet. En histoire, l'espace et le temps sont figés. En littérature, l'espace et le temps sont élastiques. Ça change beaucoup de choses et on comprend que des historiens soient parfois jaloux des écrivains. L'historien fournit des réponses dans le but de réduire la part d'ombre des individus et des événements. Le romancier propose des questions qui épaississent le mystère de la condition humaine. Ce n'est pas la même chose. En fait, dès lors que le romancier est en mesure de lui montrer ce qu'il n'a pas vu, de lui apprendre ce qu'il n'a pas découvert, de lui faire écouter ce qu'il n'a même pas su ou pu entendre, dès ce moment-là, l'historien doit lui en être reconnaissant. L'historien a beaucoup à gagner à fréquenter les écrivains et leurs livres. Il y apprendra à laisser la place au hasard, à l'improbable, à l'impossible. Il y apprendra à cultiver le détail. Rappelez-vous les merveilleux biographèmes de Roland Barthes sur Sade, Fourier et Loyola, à partir d'un détail minuscule. Très important de réhabiliter le détail en histoire, de le sortir de son statut trivial, car fragmentaire. Rappelez-vous ces petits importants chers à Ingres, rappelez-vous les maîtres de détail chers à Baudelaire, Baudelaire qui disait que ces détails demandent tous justice avec la furie d'une foule amoureuse d'égalité absolue. Le détail, surtout lorsqu'il est hypertrophié, comme chez Michelet, ne s'oppose pas à la continuité de l'histoire. Pas seulement ça, il met en péril la totalisation de l'histoire. Tolstoï, dans Guerre et paix, de même que Michelet, lorsqu'il focalise son récit sur la fistule et l'anus de Louis XIV, compromettent la vision d'une histoire totalisante. L'historien apprendra chez l'écrivain à suppléer au silence. Il apprendra à s'accommoder du mystère dont le romancier est par excellence l'interprète. Il apprendra à parler de ce dont il ne parle pas. Il apprendra à dire ce qu'il tait, à ne plus s'enfoncer dans le déni et l'oubli dès lors que l'histoire lui paraît proprement incompréhensible. Car un historien, très souvent, s'enfonce dans le déni quand il ne comprend pas. On ne peut pas lui en vouloir, il y a des limites. Enfin, dernier et pas le moindre, il y apprendra le souci du style, car l'écriture de l'histoire est aussi affaire de tempo, de rythme et de cadence. Tout historien gagnerait à regarder de près comme Julien Gracq. On a tellement loué le géographe en Julien Gracq qu'on en a oublié comment son œuvre était aussi imprégnée d'histoire. Un balcon en forêt, c'est hors concours, parce que c'est du vécu. C'est la guerre de 1939, telle qu'il a attendu, comme Buzzati, le désert des Tartares. Moi, je pensais plutôt au rivage des Syrtes. Dans le rivage des Syrtes, il s'est employé à libérer un élément volatile, ce qu'il appelle l'esprit de l'histoire. Gracq voulait le raffiner juste assez pour qu'il s'enflamme au contact de l'imagination. Il a dit plus tard qu'il y avait dans l'histoire une masse considérable d'excipients inertes, comme des concentrés de minerais, et que lorsqu'on les mêlait au sortilège embusqué que recèle tout événement, cela avait le pouvoir de griser et finalement de faire surgir des vérités invisibles. Alors seulement, le lecteur peut percevoir l'imperceptible rumeur de l'histoire. Mona Ozouf disait dans sa conférence « L'historien est un peintre de panorama. Le romancier descend dans la vallée et scrute les buissons. » Alors permettez-moi, pour finir, un trait d'égo-histoire. J'ai mis longtemps à m'autoriser à écrire un premier roman. J'avais écrit des enquêtes, j'avais écrit des biographies, mais un roman, je n'osais pas. Parce que je me considérais comme un journaliste qui écrit des livres et pas comme un écrivain. En 1992, j'ai écrit la biographie de Georges Simenon. C'était excitant au début, passionnant en chemin, suffocant à la fin. Parce que Simenon était l'homme de tous les excès. Trop d'argent, trop de femmes, trop de romans, trop de lettres, trop de tout. Trop de paroles, trop de bavardage. C'était l'homme, il est né sous le signe de l'excès. Et tout se passe avec lui de manière excessive. Alors quand vous vous prenez pour Georges Simenon, pour écrire sa vie,
au bout de 3 ans, vous étouffez. C'est ce qui m'est arrivé. Mais le problème, c'est que j'ai étouffé à un moment clé. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, Simenon est dans la tristesse parce que sa femme est alcoolique et sa fille est dépressive, mais gravement, très gravement. Elles l'ont toujours été l'une et l'autre, mais avec le temps, ça s'est aggravé. Et finalement, vous connaissez l'histoire, bon, il se sépare de sa femme qui s'enfonce dans l'alcool et qui va vivre à Nyon, lui vivant à Épalinges. Et puis sa fille, à 25-26 ans, qui est étudiante à Paris, un jour, achète une carabine chez Gastine Renette et se tire une balle dans la gorge. Elle se suicide. Et le scénario qu'elle a mis au point est exactement, mot pour mot, le scénario d'un roman de Georges Simenon paru 8 ans avant, La disparition d'Odile, sur l'histoire d'un grand académicien qui vit en Suisse et dont la fille est très amoureuse. Elle le quitte pour aller vivre à Paris parce que c'est un amour impossible entre un père et sa fille, etc. Et à la fin, elle se suicide avec une carabine achetée chez Gastine Renette, avec la Grande Armée à Paris. Elle a fait exactement, elle a reproduit ce qui est dans le roman paru 8 ans avant. Terrible, insupportable. Et moi, je voulais comprendre. Et arrivé là de l'écriture de mon livre, c'était la fin, touchant à la folie de cette famille, la folie de Simenon, parce qu'il y a une part de folie chez Simenon, une folie féconde, qui a donné une œuvre magistrale. La folie de sa femme et la folie de sa fille, qui était non plus névrosée, mais psychotique à la fin. J'ai eu de la chance, l'un de mes amis qui était psychiatre, avait été jeune interne à Sainte-Anne et avait soigné sa fille. Il s'est estimé délivré du secret professionnel puisqu'elle était morte, et il m'a mis sur le chemin. Et ensuite, j'ai pu apprendre que et la femme et la fille avaient été soignées à Prangin, chez le docteur, je ne sais plus si c'est Dupont-Durand, qui est d'origine française, mais Dupont-Durand en France, c'est pareil. Durand, qui est disparu depuis. Si. Et donc, je l'ai appelé, et je lui ai dit, voilà ce que je fais. Et il m'a dit, mais vous savez, je suis lié par le secret professionnel. Je lui ai dit, oui, mais je veux juste vous voir, recevez-moi. Donc on a déjeuné ensemble à Prangin. Il était formidable. On a parlé de psychiatrie, on a parlé de beaucoup de choses. Et à la fin, on a parlé de Simenon, mais de ses livres, de manière anodine. Je lui ai dit, écoutez, docteur, moi je bute sur quelque chose là. En tant que biographe, je ne peux pas aller plus loin. Et j'ai un problème. Et il m'a dit, mais oui, mais comment faire? Alors je lui ai dit, écoutez, j'ai des intuitions. Je vais vous dire mes intuitions, et vous faites comme ça, ou vous faites comme ça. Parce que comme ça, vous ne dites pas une parole. Ah oui, c'est très bien ça, il m'a dit. C'est parfait. On était au dessert, on avait un peu... Et très bien. Et donc, comme mes intuitions étaient quand même puisées à bonne source, puisque mon ami il m'avait quand même briefé sur le plan psychiatrique, qui n'est pas ma spécialité, et le docteur Durand, m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, je l'en sais gré. Je peux le dire maintenant parce qu'il n'est plus de ce monde. Et ça m'a vraiment permis de comprendre de l'intérieur le dérèglement à l'œuvre dans cette famille. Et donc, j'ai pu écrire ce chapitre. J'ai été épuisé. Mais j'ai pris conscience de la limite du biographe et de l'historien à l'occasion de ce chapitre précis. Le livre est paru, et en y réfléchissant, je me suis dit, si je veux aller plus loin, il faut que j'écrive un roman. Parce que là, quand même, je bute. J'avais des choses à dire en plus sur la folie chez les Simenon, mais je ne peux pas les écrire. Parce que je n'ai rien, je n'ai pas ce qu'il faut pour m'appuyer. Il y a quand même 1000 notes de source dans mon livre. Et là, je n'ai pas de source. Donc, je ne peux pas. J'ai commencé à envisager un livre qui est devenu La Cliente, qui est mon premier roman, paru en 1998. Et c'est une histoire de dénonciation sous l'occupation, mais vécue aujourd'hui. Un retour sur mémoire de gens qui se sont dénoncés sous l'occupation. Et en fait, j'ai mis en scène la dénonciation dont Simenon lui-même a été victime pendant la guerre. Des gens qui lui voulaient du mal, des gens du cinéma qui étaient jaloux de sa réussite, l'ont dénoncé comme juif. Il n'était pas juif du tout.
Et il s'est retrouvé exactement dans la situation de Robert Klein, dans Monsieur Klein, film admirable de Joseph Losey. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Alain Delon, Robert Klein, est à Strasbourg. Et il pousse la petite chaise où il y a son père, Louis Seigné. Et son père dit, mais c'est quoi cette histoire? On n'a jamais été juif. Nous, les Kleins, on est Klein catholique depuis toujours. Ton grand-oncle est évêque, et le mien était archevêque. Enfin bon. Et son fils lui dit, je sais, mais on me réclame tout de suite la preuve que je ne suis pas juif. Ce qui est absurde. On peut prouver ce qu'on est, on ne peut pas prouver ce qu'on n'est pas. Mais ça montre l'absurde de l'occupation. Et j'avais fait des recherches à cette époque là-dessus, pour ma biographie de Simenon, pour voir exactement ce qui s'était vraiment passé. Et Simenon n'avait pas menti. Il avait effectivement été gravement inquiété, comme M. Klein, mais bien avant lui, par des gens jaloux qui disaient il s'appelle Georges Simon, non pas Georges Simenon. J'ai trouvé tout ça, et quand je l'ai trouvé, je me suis dit là, je peux rentrer dans le roman. Et c'est à ce moment-là que le romancier, en moi, a pris le relais de l'historien biographe. Et aujourd'hui, je me retrouve à publier un roman qui contient la mise en abîme d'une biographie, celle de Job, une parabole incarnée par un homme qui n'a pas existé, mais qui vit toujours dans le cœur des hommes. Alors on ne sait pas qui est l'auteur du livre de Job. Certaines traditions disent que c'est Moïse. L'inconscient collectif croit que c'est Job lui-même, confondant l'auteur et son personnage. Le fait est que ce livre de Job est un livre de sagesse, intégré au canon biblique parmi les livres sapientiaux. C'est un des rares, depuis environ 25 siècles, qui nous aide à affronter l'énigme du mal. Et dussé-je vous décevoir, pour l'essentiel, il n'est l'œuvre ni d'un écrivain, ni d'un historien, mais d'un poète. Merci. Merci Pierre Assouline pour ces intuitions que vous avez partagées avec nous. Merci pour ce parcours dans une réflexion toujours à approfondir, un parcours assez courageux parce que vous parlez à un certain nombre de personnes qui ont fait de l'histoire, qui en font au quotidien et qui aujourd'hui s'entendent dire que l'histoire c'est bien mais que ça a vite ses frontières et qu'il faut dépasser ces frontières pour être romancier, voire pour être psychiatre, voire pour être poète. Vous citiez tout à l'heure la cliente, je crois que c'est dans ce roman que vous parlez d'un certain nombre de vérités auxquelles l'historien n'a pas accès, mais qu'il faut laisser au romancier, voire au psychiatre, disiez-vous, et je comprends mieux maintenant pourquoi vous parliez du psychiatre. Alors, j'aimerais vous lancer une première question ici. S'il y a des vérités auxquelles seul le romancier a accès et non pas l'historien, est-ce qu'il y en aurait aussi auxquelles le romancier n'a pas accès parce qu'il ne fait que projeter sa propre image sur le monde, mais auxquelles l'historien peut légitimement avoir la prétention d'avoir accès? Bien sûr. N'oubliez pas une chose. Approchez-vous. Non, j'ai mes micros. Ah bon. Je sors toujours avec mes micros avec moi. Il est libre. N'oubliez pas une chose. Le romancier intervient toujours après l'historien. Le romancier, dès qu'il s'empare d'un objet d'histoire, il a une dette envers l'historien. Au départ, il y a l'historien. Prenez n'importe quel sujet. Prenez Léonard à Machiavel. Si un écrivain, quel qu'il soit, veut s'en emparer, quel est son premier réflexe? De lire tout ce que les historiens ont écrit là-dessus. Et après seulement, de façonner ça à sa façon. Mais au départ, il faut qu'il y ait l'historien. Moi, je vois toujours ça comme un passage de relais. C'est complémentaire, ce n'est pas une rivalité, bien entendu. C'est toujours l'un, puis l'autre, l'un passant le relais à l'autre. C'est toujours la limite de l'un, jusqu'où il peut aller, l'autre prend le relais. Et l'intérêt de la chose, c'est évidemment, si en faisant cela, l'écrivain peut enrichir la connaissance de l'historien, sinon ce n'est pas la peine. Alexandre Dumas disait toujours, il est permis de violer l'histoire à condition de faire de beaux enfants. Bon. C'est le cas aussi. C'est-à-dire que
si on n'apporte rien à l'histoire, ce n'est pas la peine. Patrick Boucheron, Mathias Sénard, Pierre Michon, Jean-Philippe Domecq, Laurent Binet, Jonathan Little apportent quelque chose à l'histoire. Un détail, même si 800 pages reviennent à un détail, c'était déjà suffisant. Il y a un intérêt. Si ça n'apporte rien, si c'est une réécriture d'un livre d'histoire sous une forme différente, ça n'a aucun intérêt. Ça, on n'en parlera même pas. Donc ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt de la chose. Et bien entendu, c'est l'un d'abord, l'autre ensuite. On ne peut pas sinon. C'est la démarche obligatoire de tout écrivain. François Chandin-Nagor publie des romans historiques ou dans l'histoire, peu importe. Ils sont tous nourris d'une bibliographie considérable. D'archives. On n'invente pas. Zola, tous, c'est le cas de tous. Merci. Nous avons quelques instants pour entrer en dialogue avec Pierre Assouline. 2 micros sont à disposition à votre droite, à votre gauche, des personnes qui souhaiteraient poser une question. Nous donnons volontiers la parole à qui souhaite la prendre, à une condition, c'est qu'elle soit prise brièvement. Donc posons des questions à Pierre Assouline. Nous avons un petit instant de dialogue à notre disposition. Qui souhaiterait intervenir? Monsieur Daniel Cornu, journaliste et aussi amateur d'écrivain. Vous déflorez mon intervention. Comme tout le monde, j'ai sous les yeux ces 3 mots, écriture, histoire, aujourd'hui. Et précisément, je pense que vous êtes aussi journaliste. Comment situez-vous le journaliste par rapport à l'historien, par rapport à l'écrivain? Vous avez parlé de l'antériorité de l'historien sur l'écrivain, mais le journaliste est quand même le tout premier à parler des choses. A-t-il droit aussi à une certaine intuition? Ou doit-il, comme l'historien et avec ses pauvres moyens, s'en tenir au fait? Je citerai juste pour conclure cette intervention un mot dans le temps qui reste de Jean Daniel, qui disait que sur la guerre d'Algérie, il avait trouvé plus de vérité dans les romans qui étaient écrits à l'époque que dans les reportages qui étaient publiés par les journaux. Oui, mais les romans sont venus après. Les romans, ils faisaient allusion à Jules Roy, probablement à Jules Roy, et à quelques autres, mais il oublie de dire qu'ils sont venus après. Alors évidemment, il y a des vérités chez Jules Roy, mais ce n'est pas le même métier. Alors, je les pratique tous les 3, parce que c'est mes 3 métiers. Le journaliste, c'est autre chose. Le journaliste d'actualité, il est au cœur de quelque chose de vivant, il a le nez dessus, et encore plus avec l'Internet. Il n'a pas de recul, il n'a aucun recul. Donc ce qu'on lui demande, évidemment qu'il y a de l'intuition, mais ce n'est pas la qualité première. Il fait de l'information, on lui demande d'analyser les choses au jour le jour, d'essayer de prendre une sorte de recul, de surplomb par rapport aux événements, tout en sachant qu'il a le nez dessus. Vous savez, moi je pense à mes confrères, bon, j'ai couvert beaucoup de sujets, mais maintenant je fais du journalisme littéraire, culturel, mais même là en journalisme culturel, je pense à mes confrères qui sont en Libye. On ne comprend rien. Vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas une interview d'un leader. Il y a quand même une révolution, il y a des rebelles, on n'a entendu personne s'exprimer au nom de cette révolution qui depuis 1 mois et demi dure. Et pourtant il y a des journalistes qui sont là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? On ne sait pas. Et eux-mêmes ne savent pas. Quand on leur pose la question, ils naviguent à vue. Donc, c'est un autre métier. Mais c'est un métier qui, fondamentalement, n'a pas changé. Il se trouve que je suis prof à l'école de journalisme à Sciences Po. Je leur dis toujours, on a beau être sur Internet, écrire des blogs, et même tweeter des informations, parce que maintenant, ça tweet. Bon, eh bien, le principe est le même. On recueille l'information, on la vérifie, on la recoupe, on la source. Rien n'a changé sur ce plan-là. Je veux dire que depuis l'époque d'Albert Londres, rien n'a changé fondamentalement. Ce qui a changé, c'est le moyen, le média. Ça va beaucoup plus vite. Alors il y a des avantages, des inconvénients. On peut démentir, on peut envoyer une nouvelle et aussitôt la corriger si elle est fausse ou si elle est incomplète. Mais fondamentalement, le métier restait le même. Ce n'est pas le métier d'écrivain, ce n'est pas le métier d'historien. Même l'historien de l'histoire immédiate a du recul. Le journaliste n'a pas de recul. Donc on ne va pas lui demander... mais on peut lui demander quand même, évidemment l'honnêteté, ça va de soi, je ne parle pas d'objectivité,
l'honnêteté, l'esprit critique. Pour moi, le plus important, chez le journaliste, mais aussi chez l'historien, chez l'écrivain, on a une trop forte tendance à abdiquer son esprit critique. Je vous donne un exemple, qui est un exemple culturel. Vient de paraître la Pléiade Kundera, Milan Kundera. Je ne conteste pas du tout qu'il soit dans la Pléiade. Pour moi, c'est une œuvre incontestable, grand écrivain, et Kundera, entre autres choses, a ceci d'extraordinaire qu'il a réhabilité la notion d'Europe centrale, comme personne ne l'avait fait. Il a ramené l'Europe centrale au centre des préoccupations du monde. Il faudrait le développer tout ça, mais pour moi, l'Europe, l'idée d'Europe, lui doit beaucoup. Kundera a dit oui à Gallimard pour la publication de son œuvre, à une condition, qu'il contrôle tout. Et il a tellement bien contrôlé que c'est une Pléiade totalement épurée. Soit dit entre nous, tout ça est passé sans problème dans la critique française. Et vous savez où est parue la seule critique pour s'élever contre cette manière de... Il a totalement maîtrisé l'édition avec l'aide de François Ricard pour avoir le contrôle sur les traductions, mais il n'y a ni les brouillons, ni les notes, ni l'appareil critique, ni les variantes. Tout ce qui fait qu'une Pléiade est un outil de référence. Qu'il s'agisse de Saint-Augustin, de Calvin ou de Kundera, c'est la même chose. Il faut que ce soit un outil de référence. Eh bien, le seul article critique est paru dans le Temps de Genève. Il y a une semaine, une tribune libre, donc ce n'est même pas un article, une tribune libre de 6, j'allais dire d'une pléiade de chercheurs de l'Université de Lausanne, et qui ont publié ça pour dire c'est scandaleux. On nous demande d'abdiquer tout esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je me dis, il y a un renoncement. Il y a un renoncement. On n'est pas dans notre rôle. Alors moi, je viens de réagir, là, aujourd'hui, dans le monde, mais j'ai relu tous mes confrères français, et je suis effaré. Certains disent, ah oui, tiens, Kundera a voulu ça comme ça, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise-là, au fond? C'est quoi? À part la volonté de maîtriser, de contrôler. C'était la volonté d'un écrivain, Kundera, de déhistoriciser son œuvre pour la faire accéder à l'universel. Sans biographie, sans chronologie, sans notes, sans rien du tout, son œuvre n'est plus inscrite dans l'histoire. Elle accède à l'universel. Du moins, c'est son souhait. C'est son souhait. Mais on n'est pas obligé de le suivre. Et on peut s'indigner. Donc voilà, c'est un petit exemple, minuscule, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour moi, ne pas abdiquer l'esprit critique, c'est quelque chose que devraient avoir en partage journalistes, historiens, écrivains. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre conférence et pour le fait que vous m'avez aussi donné envie de lire ou de regarder certains livres. Ma question est celle-ci. Ne faut-il pas qu'on soit journaliste ou historien, éclairer les enjeux auxquels on s'attaque, que ce soit des enjeux personnels, que ce soit des enjeux collectifs, nationaux? Ne faut-il pas les éclairer pour dire en fait où on se situe et comment on se situe entre les problèmes qu'on veut éclairer? Oui, mais en principe, c'est ce que font les critiques et les journalistes. Je veux dire que même les historiens, enfin, la question de l'éclairage des enjeux, elle est au cœur en permanence de cette activité. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a renoncé à son métier. En tout cas, déjà, les journalistes, c'est la base même du métier. On passe notre temps, vous dites éclairer les enjeux, eux ils disent contextualiser, ça revient au même ou à peu près. C'est-à-dire, non pas rester l'œil sur l'événement, mais prendre l'événement et dire voilà ce qui se passe autour. Ne pas rester sur la rébellion en Libye, mais dire c'est le monde arabo-musulman qui est en flammes. Donc il y a quelque chose de plus vaste. Donc c'est ça, apporter un éclairage. Et s'agissant par exemple de culture ou de livres, c'est en permanence replacer une œuvre dans l'ensemble d'une œuvre. Replacer un livre dans un tout, dans une continuité. Un écrivain, ce n'est pas un livre qui vient comme ça. Et s'il s'agit d'un jeune écrivain, voir dans quoi ça se situe plus globalement, dans quel contexte éditorial.
Merci. Peut-être aurons-nous le temps d'une dernière question, mais je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur, au début de votre intervention. Pierre Assouline vous a donné envie de lire quelques titres. Nous sommes plusieurs à penser peut-être de la même façon, et avec votre accord, nous pourrons, sur le site de l'université, publier la liste de toutes les références que vous avez données dans votre conférence, de façon à ce que nous ayons les noms des auteurs et les titres que vous avez évoqués tout à l'heure. Une dernière intervention, une dernière question, si quelqu'un le souhaite. Eh bien, nous n'allons pas... Oui, il y en a une. Yann Laki, professeur d'histoire des sciences. Voilà, et c'est en tant qu'historien des sciences que précisément je vais vous parler. Il y a plus de 10 ans maintenant de cela, le dramaturge anglais Michael Frayn a écrit une magnifique pièce de théâtre qui s'appelle Copenhague et qui cherche à aller au-delà de faits historiques pour s'interroger sur les contenus d'une entrevue que le physicien Heisenberg, en pleine guerre, a eue avec Niels Bohr, son mentor, son maître, mais qui était devenu entre-temps un ennemi en ce qui concerne en tout cas leur appartenance nationale. La pièce a énormément fait dialoguer les historiens des sciences avec justement Michael Frayn sur la thématique en grande partie qui était celle de la vôtre aujourd'hui. Et je voulais connaître donc peut-être votre réaction face à ce débat et plus généralement poser la question, est-ce que tout ce que vous avez dit du rapport de l'écrivain avec l'historien, vous le diriez du rapport du dramaturge avec l'historien? Tout à fait. Alors, je n'ai pas vu ni lu la pièce de Michael Frayn, mais c'est pareil pour les gens de théâtre. Simplement, il y a moins de théâtre en prise avec l'histoire qu'il y a de romans en prise avec l'histoire. J'ai fait un débat là-dessus au Théâtre de Vieux-Colombier avec Michel Vinavert, dramaturge et quelques autres, sur ce sujet-là précisément, et on s'est aperçu qu'en fait, au théâtre, il est relativement rare qu'un auteur s'empare de l'histoire avec une grande hache, comme disait Georges Perec. Pourquoi? Je ne sais pas la raison, mais c'est le cas. Vinavert avait fait les Coréens autrefois, Jean Genet a fait des pièces autour de la guerre d'Algérie, mais non seulement... l'exemple que vous donnez m'intéresse beaucoup, il me fait penser à une pièce qu'il y avait eu à Paris il y a quelques années, qui a eu beaucoup de succès, sur... est-ce que c'était Karajan, un grand chef d'orchestre? Non, Furtwängler. Sur Furtwängler face, je crois, aux alliés qu'il interrogeait à la Libération, hein, c'est ça? Bon, et c'était une pièce remarquable. C'est tout à fait dans l'esprit de ce que vous dites. Moi, je trouve que chaque fois que c'est un lieu, il faudrait provoquer des débats, justement, comme celui-ci, avec des scientifiques, et faire la même chose avec des historiens. Mais malheureusement, ça n'a pas lieu souvent. Mais le principe est le même. La logique est la même. Et je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres, bien sûr. Merci. Je crois que c'est, entre tous, le lieu de l'université, non seulement d'enseigner les connaissances, non seulement d'ajouter à ces connaissances par la recherche, mais également de penser ce qu'est le travail de telle ou telle discipline. Et ce soir, Pierre Assouline, vous nous avez aidé à penser le travail de l'historien, que vous avez un peu relégué du côté du propédeutique, mais vous avez aussi invité les historiens à lire davantage de romans. Tout cela va stimuler notre réflexion, nous vous en disons notre reconnaissance, nous nous réjouissons de continuer à vous lire et puis, espérons-le, nous nous réjouissons de pouvoir à une autre occasion vous entendre à nouveau à Genève. Merci.